Pour le Soleil, 1 million d'années n'est rien. Le disque qu'il nous montre au couchant dans sa parfaite simplicité donne une idée fausse de sa longue et violente histoire. C'est une boule de feu née il y a des milliards d'années au cours d'une gigantesque explosion appelée supernova. Cette explosion titanesque, où une étoile bien plus grande que le Soleil a explosé, a donné naissance à un immense nuage gazeux qui faisait plusieurs fois la taille de notre système solaire. Puis, peu à peu, de petits nœuds de matière se sont agrégés au sein de cet énorme nuage. Il y a environ 5 milliards d'années, 10 milliards d'années après le Big Bang, dont les scientifiques pensent qu'il a marqué le début de notre univers, ce nuage a commencé à s'effondrer sous la force de la gravité. Notre système solaire est probablement issu d'un de ces nœuds de gaz autogravitants qui s'est amassé en tournant sur lui-même, un peu comme une patineuse tourne sur la glace en rassemblant les bras. Et à la fin, sont nés l'astre et les planètes qui sont autour d'elle. Finalement, à partir d'un certain niveau de densité, l'étoile est entrée en fusion et s'est mise à briller et à émettre de la lumière. Pourquoi les scientifiques pensent-ils que le Soleil est né des cendres d'une supernova? Nous en avons la preuve sous nos pieds. Des éléments lourds comme l'uranium que nous extrayons de la Terre pour alimenter nos usines nucléaires n'auraient pas pu être produits dans le Soleil. Ils ne peuvent avoir été créés que lors d'une catastrophe comme une explosion cosmique. La Terre et les autres planètes du système solaire sont issues du même nœud de gaz qui a produit le Soleil. C'est au cours de ce processus que le Soleil a accumulé 99% de sa masse. C'est donc le plus gros objet de notre voisinage céleste, et il est doté de la plus forte attraction gravitationnelle. Voilà pourquoi tout tourne autour de lui. De toutes les planètes, la Terre bénéficie d'une relation privilégiée avec le Soleil. Si nous étions plus près de lui, nos océans entreraient en ébullition et s'évaporeraient. Le sol serait si chaud que le plomb fondrait. Et si nous étions plus éloignés, notre planète serait un désert gelé. C'est un peu comme dans le conte de Boucle d'Or et les Trois Ours. Ni trop chaud, ni trop froid, juste ce qu'il faut. Nous sommes à 150 millions de kilomètres du Soleil et bien contents d'y être. Nous avons de la chance. Et si nous sommes ici, c'est parce que les circonstances sont réunies pour que nous y soyons. La Terre a beau être juste au bon endroit dans le système solaire, nous sommes tout de même assez près du Soleil pour être la cible de sa colère. Chaque année, des milliers d'explosions secouent le Soleil. On pourrait s'attendre à ce que de telles déflagrations soient produites par des réactions nucléaires survenant dans le noyau. En fait, ces déchaînements d'explosions solaires ont des causes magnétiques. Notre Terre étant un solide, elle présente un champ magnétique assez simple. Elle possède deux pôles, le nord et le sud. Voilà pourquoi une boussole est si utile pour trouver son chemin sur notre planète. Imaginez qu'au lieu des deux pôles, nous en ayons entre 1 million et 10 millions. C'est exactement ce qui arrive au Soleil. Le champ magnétique du Soleil est un sac de nœuds. Bien qu'il soit maintenu par la gravité, le plasma n'a pas une rotation homogène. Au niveau de l'équateur, le plasma accomplit une révolution tous les 25 jours terrestres, tandis qu'au pôle, il met environ 35 jours. Le Soleil est mu par une rotation que l'on appelle différentielle. Tout ce plasma tourne et se retourne, et c'est pour cela que les lignes de champ magnétique se retrouvent tortillées, vrillées et emmêlées. Les lignes de champ magnétique ont beau être invisibles, notre observation de phénomènes comme les boucles coronales et les proéminences qui s'élèvent dans l'atmosphère solaire nous prouve qu'il en existe bien sur le Soleil. De même qu'en présence d'un simple aimant, la limaille se rassemble, ces boucles de plasma viennent épouser les structures magnétiques qui les sous-tendent. Ces arches de plasma sont si grandes et larges qu'on pourrait y faire passer des planètes de la taille de Jupiter. En tordant le plasma dans l'atmosphère solaire, les champs magnétiques lui donnent parfois des formes hélicoïdales majestueuses, appelées cordes de flux.
Les cordes de flux magnétique fonctionnent un peu comme ces jouets appelés Slinky ou Ondamania. La ligne de champ magnétique tourne de nombreuses fois en une structure hélicoïdale de type ressort. Des lignes de champ magnétique fortement enroulées emmagasinent de grandes quantités d'énergie magnétique libre. Elles peuvent même s'entortiller sur elles-mêmes, générant encore plus d'énergie magnétique. Ces proéminences de plasma peuvent se maintenir durant des semaines, voire des mois. Mais il arrive un moment où l'énergie accumulée doit se libérer. Leur masse est alors propulsée dans l'espace. Dans les zones où les volutes du champ magnétique solaire sont les plus nombreuses et les plus complexes, la chaleur qui bouillonne par en dessous est capturée et connaît des baisses de température avoisinant les 1000 degrés. Il en résulte à la surface du Soleil des zones relativement sombres, appelées taches solaires. Sombres, ces taches ne le sont que par rapport à la matière brillante qui les entoure. Si l'on trouvait moyen d'en faire flotter une dans l'espace, elle brillerait 10 fois plus que la pleine lune. Ces taches apparemment minuscules sont en fait des cratères de plasma aussi gros que notre Terre tout entière. Galilée sera l'un des premiers scientifiques modernes à observer les taches solaires. S'aidant d'une lunette, il projette l'image du Soleil sur le papier et en dessine les contours. Il comprend que ces taches se déplacent à la surface de l'étoile, ce qui lui évoque pour la première fois l'idée de la rotation du Soleil. Non seulement le Soleil tourne, mais les taches solaires elles-mêmes peuvent tourbillonner comme des ouragans à la surface de l'astre. Du fait de ce mouvement, leurs lignes de champ magnétique sont très fortement torsadées. Or, plus les lignes de champ magnétique sont vrillées, plus il y a d'énergie. Et plus il y a d'énergie, plus il risque d'y avoir de violentes éruptions. Si vous imaginez une ligne de champ magnétique comme un élastique et que vous tordez celui-ci suffisamment sur lui-même, il accumulera de l'énergie et quand vous le lâcherez, vous libérerez cette énergie. Si vous lâchez un élastique sans l'avoir entortillé, ça ne marchera pas. Quand une tache solaire libère son énergie magnétique, cela provoque d'énormes explosions dans le système solaire. Ce sont les éruptions solaires. Une seule éruption libère 1 milliard de mégatonnes d'énergie, c'est-à-dire la puissance d'1 million d'éruptions volcaniques sur Terre. Elles apparaissent sous forme de zones extrêmement brillantes. C'est la température de l'ordre de 10 millions de degrés qui produit cette luminosité. Ces éruptions peuvent durer des heures et elles dégagent une énergie colossale. C'est l'équivalent de millions de bombes nucléaires qui quitteraient la surface du Soleil en même temps. Les éruptions solaires ne se contentent pas d'exploser dans l'espace. Elles canalisent également des particules de haute énergie vers une couche du Soleil appelée chromosphère, où elles s'empressent de transférer leur énergie un peu comme une bille de choc heurtant le triangle. La bille de choc se comporte comme une de ces particules de haute énergie en provenance de la zone d'éruption. La bille de choc percute à grande vitesse les 8 billes du triangle, et une fois qu'elle a heurté la bille de tête, l'énergie se transfère aux billes de but qui partent dans toutes les directions à cause de cette énergie qui se répercute sur elles. Si une grosse éruption envoie suffisamment de particules en une seule fois, il se passe des choses étranges. Voici des images d'archives d'un tremblement de soleil. En 1998, une éruption s'est produite dans la couronne. La matière qui jaillissait a heurté la surface du Soleil avec tellement de violence qu'il s'est formé des rides à partir du point d'impact. On dirait que l'on fait des ronds dans l'eau, mais il s'agit en fait de vagues de 3 km de haut qui déferlent à une vitesse dépassant les 400 000 km/h. Le tremblement de soleil de 1998 aurait eu une magnitude de 11,3 sur l'échelle de Richter, c'est-à-dire qu'il aurait été 1 million de fois plus violent que celui qui a secoué San Francisco en 1989. Pour faire trembler la surface du Soleil à ce point, l'éruption solaire a dû dégager une quantité d'énergie colossale. La quantité d'énergie mise en œuvre est celle que l'on aurait obtenue en recouvrant nos terres émergées de dynamite sur une épaisseur d'une centaine de mètres et en faisant tout sauter.
Ce sont des explosions qui n'ont rien d'anodin.